Bonjour à toutes et à tous. J'ai eu le plaisir de faire connaissance avec une partie d'entre vous ce matin dans le cadre d'un atelier. Je voulais tout d'abord remercier chaleureusement les organisateurs de cette journée qui m'ont invité hier soir à les rejoindre, et j'ai pu donc déjà au cours de la soirée découvrir le contexte et puis l'objet qui vous réunissait aujourd'hui d'une manière un petit peu plus fine, car depuis le mois de décembre, j'étais en contact avec Yves-Félix Montagne qui m'avait sollicité pour venir vous rejoindre. Je vais me présenter brièvement en essayant de ne pas être redondante avec ce que j'ai dit ce matin, mais je vais vous présenter les thématiques de recherche sur lesquelles je travaille depuis plusieurs années. J'ai d'abord été maître de conférence à l'Université du Havre, en poste dans un institut universitaire de technologie, dans un département carrière sociale en sciences de l'éducation. J'ai été vice-présidente du conseil des études et de la vie universitaire de cette université de 2005 à 2010. Je précise ces éléments biographiques parce qu'au cours de ce mandat, il y a eu le passage à l'autonomie des universités, le plan licence et l'avènement aussi des agences de qualité pour l'organisation des formations qu'on connaît maintenant aujourd'hui sous le sigle HCERS. Et puis, à l'Université du Havre, j'ai été dans un laboratoire pluridisciplinaire au CNRS qui m'a permis de travailler avec des collègues en didactique des langues, en sciences de l'information et de la communication, sociologie, sur des programmes interdisciplinaires et aussi en sciences de l'éducation, en coopération avec des équipes, en particulier à Nanterre avec Marie-Françoise Favre-Bonnet, avec qui nous avons publié le premier ouvrage sur les pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur en 2004, et puis avec aussi l'Institut national de recherche pédagogique pour des recherches sur le tutorat. Donc j'ai rejoint l'Université de Rouen en 2014 dans un laboratoire qui s'appelle aujourd'hui CIRNEF, qui a fêté ses 1 an au mois de janvier, et qui est la fusion de 2 laboratoires, le CIVIC et le CERS, répartis sur le territoire de Rouen et de Caen. Et donc Thierry Piot dirige cette unité avec moi-même pour le site de Rouen depuis l'année dernière. Donc dans ce laboratoire, j'ai rejoint des collègues qui travaillaient sur la professionnalisation des formations, sur le développement professionnel des enseignants et aussi sur les formations à distance. Moi-même, je suis responsable d'un master à distance dans le cadre d'un campus qui s'appelle FORCE, qui est un campus de sciences de l'éducation à distance. Et donc, par rapport à cette arrivée, je dirais, dans un laboratoire de sciences de l'éducation interdisciplinaire, mais en sciences de l'éducation, j'ai donné une couleur particulière à mes travaux plus récents autour de la question du développement professionnel des enseignants-chercheurs et autour de la professionnalisation des formations, et aussi sur les pratiques d'accompagnement dans la direction des mémoires à distance. Donc, c'est quelques détours biographiques pour vous dire que le titre de la journée, Apprendre à étudier à l'université, je l'aborderai en complémentarité avec mon collègue qui est intervenu précédemment, qui a apporté des éléments fondamentaux sur le sujet. Je l'aborderai un peu plus du côté des enseignants, puisque c'est plutôt autour de ces questions que j'ai travaillé, autour de la fonction tutorale, autour de l'accompagnement, et aussi autour de la question de la transformation du métier d'enseignant-chercheur. Alors j'ai bien conscience que sont présents ici des collègues qui sont enseignants-chercheurs et des collègues qui sont ingénieurs ou qui sont enseignants du supérieur ou qui exercent des fonctions de coordination ou de chargé de mission, mais je considère que travailler sur ce métier d'enseignant-chercheur le met forcément aussi en relation avec ses pairs dans son environnement de travail et avec cette diversité de personnes. Donc j'ai conçu mon intervention à partir des 2 questions qui m'avaient été transmises au mois de décembre et sur lesquelles les ateliers ont porté ce matin, et donc je vais décortiquer ces 2 questions. Évidemment, dans le temps qui nous est imparti, j'ai fait un choix d'auteur et je m'excuse pour ceux que je ne citerai pas cet après-midi. Vous vous en doutez, ils sont nombreux.
Et puis, j'ai aussi conduit des travaux dans le cadre d'équipes de recherche, donc sur le site du laboratoire. Vous pourrez trouver ces travaux et les noms des collègues qui ont contribué avec moi à des programmes coopératifs que je citerai au fil de mes propos. Alors, je voulais simplement donner un cadre d'analyse, puisque mes travaux se situent dans ce qu'on peut appeler la recherche en pédagogie universitaire. Et comme le disait tout à l'heure notre collègue, c'est un terme qui est apparu plus récemment en France dans le vocabulaire de la recherche que dans d'autres pays d'Europe. Mais on peut dire que le dynamisme éditorial dans ce domaine-là est très important depuis ces dernières années, de même que les initiatives prises par des universités ou par des équipes de recherche ou des équipes pédagogiques pour penser les pratiques pédagogiques et pour réfléchir collectivement aux enjeux de ces pratiques. Je suis en sciences de l'éducation, mais je dois attirer votre attention sur le fait que la recherche en pédagogie universitaire peut aussi concerner d'autres disciplines, pas exclusivement la mienne, bien que la mienne, effectivement, y soit forcément attachée. Et il y a par exemple des travaux importants en sciences de l'information et de la communication autour des usages du numérique par les enseignants du supérieur. Je citerai par exemple les travaux de Luc Massou. Je suis également membre du comité scientifique d'une revue qui s'appelle ALSIC et qui réunit des spécialistes de langue et qui travaillent sur des questions liées à l'enseignement supérieur et à l'apprentissage à distance par exemple. Et puis, nos collègues sociologues aussi publient régulièrement des articles sur les questions de formation universitaire, des transformations sur le métier d'étudiant. Et donc, je dirais que si je cite par exemple les travaux de Christine Musselin, donc à Sciences Po Paris, il y a une littérature scientifique sur les universitaires, sur les étudiants, sur les pratiques à l'université, mais sans doute que la spécificité de notre discipline, la nôtre, c'est de travailler sur la relation étudiant-enseignant, et de porter une attention très particulière à la question des pratiques qui sont souvent méconnues et qui sont souvent cachées, puisque lorsque nous sommes face à nos étudiants, il y a rarement des spectateurs. Parfois, un collègue peut nous rejoindre et venir observer la séance, mais vous le savez, c'est assez rare. Donc il y a des pratiques qui se déroulent que nous ne connaissons pas forcément. Alors il y a une définition de la pédagogie universitaire qui est fondatrice, qui est une définition qu'a donnée Jean-Marie de Quetel dans la Revue française de pédagogie en 2010, et c'est pour cela que je l'ai citée sur cette diapositive. Je me permets de vous la donner parce qu'elle est pour moi le cœur du sujet. C'est un système aux interactions complexes, donc il y a bien l'idée de différents paramètres qui entrent en jeu. Au centre, les activités pédagogiques, c'est-à-dire l'enseignement et l'apprentissage. En amont, le curriculum. En aval, le résultat des activités pédagogiques. Et transversalement, les facteurs de contexte interne, l'environnement académique et étudiant, et les facteurs de contexte externe, politiques, sociaux, culturels, économiques. C'est dans cet esprit que j'ai conçu aussi mon intervention, c'est-à-dire que je convoquerai ces différents éléments de ce système complexe sans aller jusqu'au bout de leur analyse, vous vous en doutez bien. Je parlais de dynamisme éditorial, une revue a été citée tout à l'heure, la Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur, c'est la revue RIPES. Je vous recommande d'aller sur ce site parce que c'est une revue accessible en ligne et qui offre toutes sortes d'articles sur les sujets qui nous rassemblent aujourd'hui et qui a le mérite aussi d'être une revue internationale. C'est la première revue référencée, revue classée, qui relève strictement de l'enseignement supérieur, qui a été récemment mise sur le site de ces revues HCERS. Alors, dans la littérature scientifique, il y a certains sujets qui dominent. Les pratiques d'accompagnement des étudiants ont fait l'objet de plusieurs publications. L'évaluation des étudiants, en particulier les travaux de Marc Romainville et de Nathalie Younes, par exemple. L'évaluation des formations, des établissements.
Les dispositifs et les pratiques qui intègrent le numérique font l'objet d'une littérature particulière et je ne les exclurai pas d'une littérature plus générale sur la pédagogie universitaire. Le numérique est un outil au service de ces pédagogies. Et puis, plus récemment, le développement professionnel des enseignants du supérieur. Certains enseignants du supérieur aspirent à être accompagnés dans ces nouveaux enjeux qui sont liés à l'introduction du LMD, qui date maintenant du début des années 2000. En France, en 2005, il y avait à peu près 75% des formations qui étaient passées au LMD. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est une histoire ancienne. La masterisation a été effective ensuite pour la formation des enseignants. Il y a aussi l'universitarisation des formations du travail social ou des métiers du soin, par exemple, qui fait que cette influence européenne dépasse largement le cadre des universités. Et donc, ce mouvement aussi d'intérêt sur la pédagogie est forcément lié à ce mouvement de transformation, non seulement de l'architecture des formations, mais aussi de leur finalité. Et sur la question des finalités, les choses sont plus floues parce qu'elles ont été finalement comprises au fur et à mesure et construites au fur et à mesure par les enseignants du supérieur eux-mêmes. Alors je porte aussi à votre attention, mais je laisserai les références à mes collègues, la publication d'un volumineux rapport en ligne de l'Alliance Athéna sur la recherche sur l'éducation. Et j'ai eu le plaisir de faire une petite note sur la recherche en pédagogie universitaire. L'enjeu, c'était pour que chaque contributeur, en 2 pages, fasse une note de synthèse sur les champs de recherche sur lesquels il travaille. Et ce rapport, bien sûr, couvre plusieurs champs. Donc si parmi vous, il y a des spécialistes de différents domaines, ils y trouveront forcément un intérêt. Alors j'en viens donc à la première question qui a été posée et que j'ai découpée en 4 parties. C'est pour ça qu'il y a 4 couleurs. Et cette question m'a été transmise au mois de décembre par Yves Félix. Donc la mission d'un enseignant à l'université, chercheur ou pas, et aussi d'apprendre aux étudiants à étudier pour réussir. Cela demande d'aider ces derniers à construire quelles compétences, capacités, attitudes ou connaissances. Alors, je vais commencer par la question de la mission d'un enseignant à l'université, chercheur ou pas. Et pour cela, donc, je vais citer un autre rapport dont vous aurez aussi les références, qui a été publié en juin 2017. J'ai eu le plaisir de travailler en tant qu'expert sollicité par la direction d'évaluation de la prospective et de la performance au ministère de l'Enseignement supérieur, avec une chargée d'études Eurydice qui s'appelle Anne Gaudry-Laché. Nous avons travaillé donc à recueillir des données sur la situation de la France sur les enseignants du supérieur. Et ce travail que nous avons fait pour la France, il a été fait dans tous les autres pays d'Europe. Et donc ça a donné lieu à la publication d'un rapport en langue française maintenant, qui a une version courte et une version longue, qui présente une situation du paysage européen et de la situation des personnels académiques dans l'ensemble de ces pays. On peut dire quelques éléments extraits de la synthèse courte de ce rapport, mais qui peuvent nous éclairer cet après-midi. Les membres du personnel académique peuvent être différenciés en fonction de différents éléments. Leur activité principale. Pour nous, il y a en France un personnel académique qui est enseignant, mais qui n'a pas de mission de recherche, mais qui enseigne dans le supérieur. Il y a des enseignants-chercheurs. Il y a également des chercheurs qui sont des chargés de recherche, qui sont exclusivement chercheurs, par exemple. Et donc, on a une diversité de publics, mais sachant que les enseignants-chercheurs, en nombre, sont les plus importants. Le type d'établissement dans lequel travaillent aussi les enseignants du supérieur peuvent différer. Ça peut être des universités ou d'autres établissements. Le statut peut être un statut de contractuel ou de permanent, contrat à durée indéterminée ou déterminée. Et puis, leur insertion ou pas dans un parcours académique qui est clairement défini, avec des étapes, avec des possibilités de carrière ou pas. Alors, le rapport soulève un paradoxe, c'est qu'il y a peu d'attention qui est portée à ces professionnels,
alors qu'il y a une transformation rapide de nos sociétés et des exigences aussi en matière d'enseignement supérieur, d'où une interrogation et aussi la volonté d'avoir fait ce rapport pour répondre à un manque. Et puis, une remarque, c'est que la Commission européenne avait déjà affirmé que la réforme et la modernisation de l'enseignement supérieur dépendaient de la compétence et de la motivation des enseignants et des chercheurs, donc une attention particulière au rôle de ces professionnels académiques dans la transformation, qui a été rappelée aussi d'une autre manière dans la conférence qui précédait, c'est-à-dire que ce sont d'abord les pédagogues et d'abord ceux qui interviennent au plus près des étudiants qui sont source de transformation, même si, en ce qui me concerne, je considère que l'institution et l'environnement n'est pas non plus sans influence sur cette capacité à se saisir des problèmes qui sont posés. Et puis, une troisième idée, c'est que la qualité de l'enseignement ne peut être considérée comme acquise. Et donc, dans l'ensemble des pays, le doctorat est très souvent une qualification exigée pour accéder à une carrière académique. Et de nombreux doctorants espèrent et comptent développer des compétences pédagogiques durant leurs études. Mais c'est rarement le cas en Europe dans la pratique. Donc, nous ne sommes pas, par rapport à cela, même si dans la position qui est la mienne et dans l'Assemblée qui est la nôtre, nous savons qu'il existe des formations des doctorants et qu'elles sont développées parfois à un niveau, à un grain très fin dans certains établissements, ça reste quand même des éléments à développer. Et puis, plus précisément, pour les enseignants plus confirmés, on ne trouve pas de programme de développement professionnel continu à grande échelle. Il y a des initiatives locales dans les établissements qui, vous le savez, sont devenus autonomes en France depuis 2007, mais il n'y a pas forcément d'initiatives qui soient coordonnées, même si depuis plusieurs années, au sein de la mission de pédagogie de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur, qui est devenu maintenant MIPNES avec le N de numérique, il y a des initiatives qui vont dans ce sens. Alors, je passe, ça c'est les références des documents que j'ai cités, quelques chiffres qu'on trouve dans l'état de l'enseignement supérieur en France, qui est publié chaque année en ligne et qui est actualisé. Donc, c'était pour reprendre mon propos sur l'effectif, effectivement, des enseignants qui sont enseignants-chercheurs et assimilés titulaires dans l'enseignement supérieur. Nous nous trouvons ici dans une SP, et les SP ont la particularité, comme les IUT, en droit où j'ai pu travailler aussi en équipe pédagogique avec des collègues professeurs agrégés certifiés, où les enseignants issus et ayant obtenu un concours CAPES ou agrégation sont plus nombreux. Il y a bien évidemment aussi des enseignants-chercheurs qui ont au départ passé le CAPES ou l'agrégation et qui sont devenus, avec leur intégration sur un poste de maître de conférence, enseignants-chercheurs. Donc tous ces parcours et ces itinéraires sont importants parce qu'ils révèlent aussi un rapport particulier à la pédagogie qui est lié à l'itinéraire de chaque personne. Il y a aussi dans les SP des collègues qui ont une expérience dans le premier degré, plus rarement dans les UFR, mais ça existe, et ça façonne aussi un certain rapport au métier. Alors, sur le deuxième point de la question, il y avait apprendre à étudier pour réussir. La mission des enseignants du supérieur est d'apprendre à étudier pour réussir. Alors, qu'est-ce que veut dire réussir? Et on a eu finalement, ce matin, plusieurs réponses à cette question. En 2012, j'avais publié un ouvrage sur ce sujet, et puis depuis cette époque, donc, je suis toujours en veille sur les publications sur cette thématique. Et il y a eu un événement important organisé par l'Institut français de l'éducation et Laurent Cosnefroy pour cet institut et le ministère de l'Enseignement supérieur en 2015, une conférence de consensus sur la question de la réussite étudiante, qui a réuni plusieurs chercheurs. Il y a eu en tout 11 conférences pendant 2 jours. J'ai présidé le jury de cette conférence, jury composé à la fois de représentants du monde académique, étudiants, représentants aussi des instances administratives. Et nous avons rédigé ensemble ce rapport à partir d'une écoute attentive
de ses résultats de recherche autour de la réussite étudiante. Donc je vous livre quelques éléments qui sont issus de cette conférence de consensus sur la définition de la réussite. D'abord, dire que la réussite étudiante n'est pas une idée ou du moins une préoccupation totalement nouvelle. Et lorsque j'ai fait mes études en sciences de l'éducation, notre livre de référence dans nos cours de sociologie de l'éducation, c'était Les héritiers de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, ouvrage que j'ai beaucoup lu et que j'ai surligné et que j'ai toujours en main et présent près de moi. Et c'est vrai que je me souviens très bien de cette phrase où les auteurs plaidaient pour un enseignement des techniques matérielles et intellectuelles du travail intellectuel. Ouvrage aussi dans lequel ils contestaient une forme d'idéologie du don. Et cet ouvrage est aussi un ouvrage important parce que c'est le début finalement de ce qu'on va appeler la démocratisation puis la massification. Le problème est soulevé, peut-on d'ailleurs parler d'un problème ou finalement d'une chance. Et cet ouvrage est ancien et posait déjà ces questions. Et en lisant les articles de mes collègues sociologues dans les actes de la recherche en sciences sociales, lorsqu'ils traitent des questions liées à l'enseignement supérieur, la pédagogie rationnelle de Pierre Bourdieu et de Jean-Claude Passeron revient régulièrement dans les propos. Ensuite, il y a eu des événements importants. Effectivement, la loi sur l'autonomie qui a eu des conséquences, mais aussi je dirais que cette loi est plus l'avènement d'un long chemin qui avait commencé avec la contractualisation des universités. Christine Musselin emploie le terme de longue marche des universités. Et puis l'intérêt pour la pédagogie universitaire qui a été porté par les institutions, par les établissements, associé souvent au terme de qualité dans les propos des représentants universitaires. Le nombre de services universitaires de pédagogie s'est accru. Aujourd'hui, ils sont constitués en réseau et il y a, indépendamment de ce réseau, aussi des initiatives locales. Je pense à l'IDIP à Strasbourg, qui est aussi un lieu ressource important et qui présente en ligne des vidéos, des ressources documentaires et des articles qui peuvent intéresser l'ensemble des personnes concernées par ces sujets. Il y a eu, comme je le citais au préalable, le plan licence, la reconstitution des maquettes que nous faisons régulièrement au cours des contrats quinquennaux, la question de la transition secondaire supérieure activée par admission post-bac et maintenant par Parcoursup. À chaque fois, ça active des discussions et des questionnements sur le rapport entre lycée et université, les programmes de réussite éducative qui ont pu se décliner de manière différenciée ici ou là. Donc, pour la question de la réussite, qu'est-ce que signifie réussir ? Le rapport du jury disait qu'est-ce que réussir ? C'est un problème complexe, multidimensionnel et relatif. Est-ce que c'est être diplômé ? Est-ce que c'est effectuer un apprentissage en profondeur ? Est-ce que c'est s'insérer professionnellement ? Est-ce que c'est s'enrichir d'apports intellectuels qui constituent des repères tout au long de l'existence et qui permettent de réfléchir, d'agir en citoyen éclairé ? Le terme de citoyen a été employé dès l'introduction et dès l'ouverture de cette journée. Est-ce que c'est développer son esprit critique ? Et puis d'ailleurs, est-ce qu'on peut tout mesurer ? Est-on vraiment capable de savoir ce qu'un étudiant aura appris, aura réussi grâce à notre intervention dans quelques années plus tard ? Et finalement, est-ce que ce que nous croyons lui avoir communiqué, c'est finalement ce qu'il aura retenu ou ce qu'elle aura retenu ? On est parfois surpris quand on accueille d'anciens étudiants qui refont le récit de leur parcours, on les revoit face à nous et on voit comment ils ont interprété cette relation éducative très particulière qui a été la nôtre au sein du groupe dans lequel ils travaillaient. Donc la question de la réussite peut aussi être posée à différentes étapes du parcours des étudiants. J'ai insisté sur le fait que j'avais plutôt travaillé sur les premiers cycles, mais cette question, elle se pose en master, elle se pose en doctorat, elle se pose à différents points et à différentes étapes, et les travaux sont de moins en moins nombreux quand on avance aussi dans les années d'études. La question de l'échec est une question qu'on retrouve dans tous les discours politiques depuis les années 1990. On peut aussi s'interroger sur le sens du terme échec, puisque Marc Romainville, dès 2000, dans son ouvrage sur l'échec à l'université, disait que l'échec, ça pouvait aussi cacher ce qu'on appelle l'échec, une réorientation qui a été choisie, l'accès à un emploi ou la réussite à un concours.
Et c'est vrai que si on prend l'exemple des unités de formation et de recherche en sciences humaines et sociales, elles préparent beaucoup les étudiants à des concours et ces étudiants iront dans des écoles qui ne sont pas forcément au sein de l'université. Et puis il y a des tensions aussi entre une conception rationnelle économique des parcours, la planification, l'organisation des études nous amène à souhaiter ces planifications, et quand on regarde les parcours singuliers des étudiants et la façon dont ils construisent cet itinéraire, on a des tensions. Alors, on peut dire en fait qu'il y a différentes aussi manières d'apprendre à étudier. J'y reviendrai un petit peu plus tard avec les travaux de Saïd Paivendi, qui a publié un ouvrage qui porte ce titre très récemment. Et ces manières d'étudier étaient déjà abordées antérieurement dans les travaux que j'ai cités par mes prédécesseurs. Apprendre pour acquérir quelles compétences et aussi pour quelle finalité. Si je fais une courte synthèse de la première partie de mes propos, je pourrais dire que plusieurs voies sont possibles pour définir la qualité de l'apprentissage. Ça peut être une formation intellectuelle et critique des étudiants, ça peut être l'acquisition du programme, d'une discipline dans une filière ou deux disciplines dans une filière, la préparation aussi à une activité professionnelle, puisque la dimension dite professionnalisante des formations est présente depuis ces dernières années. Elle est présente, mais elle était déjà présente à partir des années 60-70, mais elle a été revivifiée par les nouvelles finalités données aux formations universitaires. Saïd Paivendi dit effectivement qu'il y a plusieurs relations à l'apprendre. Il définit ces relations comme les mobiles de l'étudiant qui est inscrit dans une filière donnée et le sens qu'il va donner au savoir universitaire et à ses activités d'apprentissage. Il définit trois perspectives d'apprentissage. Une perspective compréhensive qui concerne les étudiants qui répondent aux traits attendus des exigences académiques à l'université, un étudiant qui va privilégier la compréhension et le sens en tentant de s'approprier du savoir et d'une manière personnalisée, qui se montre curieux, intéressé par le domaine de ses études universitaires. Une autre perspective qu'il qualifie de minimaliste, ce sont des étudiants qui vont plutôt se contenter d'un minimum indispensable pour valider leurs cours, qui vont s'acquitter des tâches et se conformer à des prescriptions pédagogiques. Et puis une perspective de performance qui est une position intermédiaire en cette position de l'étudiant qui s'implique dans ses études d'une manière compréhensive et celui qui a une perspective minimaliste. Cette perspective de performance va concerner des étudiants qui pensent à bien réussir, à apprendre des choses en rapport avec le métier, à obtenir leur diplôme avec une bonne mention, qui accordent de l'importance à leur réussite, à leurs notes, aux exigences des professeurs, qui font un travail régulier, qui essaient d'améliorer leur performance. Mais contrairement, je dirais, au premier groupe qui est décrit dans cette typologie, la logique du savoir est plus une logique de savoir-objet et les bonnes habitudes de travail sont plutôt valorisées. La dernière perspective, c'est la perspective de désimplication qui renvoie au terme de décrocheur que Boudessel aussi a théorisé dans un ouvrage à la documentation française, des étudiants en voie de marginalisation et qui se sentent exclus. Et ce sont ces étudiants-là aussi qui s'excluent des dispositifs qui sont supposés leur donner les moyens de dépasser leurs difficultés. Alors, il y a bien sûr d'autres typologies que celles-ci qui sont présentées. On peut parler aussi d'apprentissage en profondeur, par exemple, pour les étudiants qui auraient la première perspective compréhensive. Le travail universitaire est considéré par l'étudiant comme une possibilité de comprendre le monde, de répondre à ses intérêts, de développer ses compétences. Une approche plus en surface pour une perspective minimaliste, la volonté d'obtenir une qualification, d'être admis, et il y a une peur de l'échec derrière, et puis une approche plus stratégique pour la perspective de performance, stratégie pour conduire son activité vers le but espéré. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a différentes manières d'apprendre et différentes formes de réussite aussi. Et qu'il y a, même si on cherche toujours à la mesurer, cette réussite, et c'est une préoccupation forte pour les établissements, vous le savez,
Il y a forcément des facteurs d'incertitude sur la mesure de cette réussite, facteurs d'incertitude qui sont liés à la liberté de l'étudiant et la liberté aussi du rapport pédagogique qui fait qu'on ne peut jamais tout contrôler. Alors les compétences, c'est un terme qui apparaît, comme le disait tout à l'heure monsieur, dont j'ignore le nom, mais qui intervenait autour de l'enseignement secondaire. Et le terme de compétence n'appartient pas exclusivement à l'enseignement supérieur. Ce terme de compétence, il apparaît avec l'harmonisation européenne des diplômes, aussi avec l'exigence d'une culture de résultats, et donc sont mis à l'honneur dans les finalités des études par cette harmonisation européenne. Deux mots aussi, l'employabilité de l'étudiant et la cohésion sociale. Un modèle constructiviste, si je reprends une courte définition empruntée à des auteurs qui sont cités dans le diaporama, une capacité à construire sa compréhension propre d'un phénomène plutôt que de reproduire ce à quoi il est exposé. On demande à l'étudiant de construire sa compréhension propre d'un phénomène. Ce modèle constructiviste est davantage valorisé par rapport à un modèle plus traditionnel, issu d'une pédagogie dite de la transmission. Et donc ce modèle transmissif, il est parfois considéré avec nostalgie par une catégorie d'enseignants du supérieur qui accordent une attention forte à la formation par la recherche et qui considèrent qu'avec ce modèle transmissif, les savoirs académiques étaient davantage valorisés. Et autour de la question des compétences, il y a souvent des tensions entre cette approche qui mise sur une pédagogie active et la construction des connaissances de l'étudiant et une approche différente qui a jusqu'ici caractérisé l'enseignement universitaire qui, vous le savez, est structuré en cours magistraux, en travaux dirigés, en travaux pratiques. Même si il y a parfois des modalités pédagogiques qui échappent à cette structuration particulière. Donc des tensions et si on veut, je dirais, aller vers une réconciliation autour de ces tensions, je citerai Philippe Pernoud, qui a été aussi cité ce matin, qui dit que la logique des compétences cherche à ce que, selon cette séduisante formule, les acquis académiques des étudiants constituent pour eux d'authentiques outils pour penser et pour agir dans le monde. Donc c'est Marc Romainville qui rapporte ces propos. Effectivement, les connaissances sont des outils pour agir et pour penser dans le monde. Et la métaphore des outils est, à mon avis, une métaphore intéressante parce que la compétence n'exclut pas les connaissances. Cette tension, elle est aussi importante à souligner parce qu'on assimile aussi souvent le terme de compétence à la notion de marché. J'en renvoie à tous les manifestes anti-réforme universitaire que peut-être certains d'entre vous ont lu sur l'université en colère, qu'on retrouve, manifeste que j'ai lu aussi avec intérêt, pour comprendre justement quelles étaient les sources de ces tensions. Et autour de cela, donc, j'ai cité dans mon diaporama un texte de la revue Penser l'éducation d'un collègue grec, Georges Tamélos, qui a co-rédigé un article avec Andreas Vassilopoulos, Les compétences comme notion normative. Le terme de compétence renvoyant au monde de l'entreprise, de l'employabilité, est souvent parfois contesté dans sa dimension technique, voire technologique, et l'idée aussi de contrôle qui le sous-tendrait. Donc, c'est une notion donc, qui n'est pas encore tout à fait stabilisée, qui renvoie effectivement à des débats scientifiques, c'est pour ça que je voulais le dire. Et puis, au-delà de ces compétences, il y a aussi une forte valorisation de ce qu'on appelle les compétences transversales, qui sont des compétences qui sont mobilisées par les étudiants, qui peuvent, si je donne une courte liste de ces compétences, ça peut être des compétences méthodologiques qui sont liées à la recherche, des compétences qui sont liées à la discipline étudiée, la créativité, l'originalité, la communication écrite et orale, la résolution de problèmes, le travail en équipe, le développement personnel, les interactions sociales, l'évaluation, le jugement, l'ouverture vers d'autres disciplines aussi. Tout ça fait partie de compétences qui sont travaillées dans les enseignements universitaires de façon interdisciplinaire et qui sont importantes aussi pour la vie sociale et intellectuelle de l'étudiant.
Alors j'en viens à la deuxième question qui m'avait été posée sur dans quelle mesure un enseignant à l'université, chercheur ou pas, peut-il s'y prendre avant, pendant et après ses cours pour permettre la construction de ses compétences. Ça a été présenté tout à l'heure, c'est un métier qui est peu étudié. D'ailleurs, peut-on parler d'un métier, enfin je ne rentre pas dans toutes ces subtilités, mais le métier d'enseignant-chercheur et d'enseignant du supérieur a été plus rarement étudié dans sa dimension aussi de la pratique pédagogique. Donc, j'ai cité tout à l'heure l'ouvrage que j'ai eu l'honneur de coordonner avec Marie-Françoise Fabonnet en 2004. Le précédent ouvrage datait des années 1990, Annie Biraud, Les méthodes pédagogiques dans l'enseignement supérieur. Donc, depuis, il y a eu d'autres publications. J'en ai mis quelques-unes sur le diaporama, et en particulier 2 tomes de Denis Berthiaume et de Nicole Regé-Colette sur la pédagogie de l'enseignement supérieur qui sont précieux, qui peuvent aussi être lus par des collègues de toutes disciplines. Et les publications sont peu nombreuses, mais aussi les recherches empiriques sur ce qui se passe dans les classes et dans les groupes sont assez peu nombreuses, et on fait en sorte qu'elles se développent, et en particulier pour les débutants. Parce que, évidemment, ces débutants, ce sont ceux qui aussi feront l'avenir de cet enseignement supérieur. Donc, quelques tendances. Encore une fois, je ne pourrais pas être totalement exhaustive. Quelques tendances. L'accroissement du travail administratif, qui est en particulier souligné par des sociologues comme Sylvia Faure, Charles Soulier, Mathias Millet. Un débat sur un métier en transformation, en crise, et un intérêt porté aux transformations identitaires, avec un article dont je ne résiste pas à vous donner le titre, de Dahan et Mange-Matin, « Recherche ou temps perdu ». Voilà. Vers une intégration des tâches administratives au métier d'enseignant-chercheur. J'y pense toujours quand je fais du travail administratif. Est-ce que c'est du temps perdu, ou est-ce que ça veut dire que notre métier a changé, s'est transformé, que ces tâches, comme d'autres tâches, ont la même valeur, la même portée que la recherche. Et donc sur l'entrée dans le métier, eh bien, j'ai aussi cité sur ce diaporama un article sur les enseignants-chercheurs débutants et de la génération Y, publié par ma collègue Joëlle de Mougeot-Lebel, qui est dans l'Assemblée, et avec qui je travaille au sein de l'Association internationale de pédagogie universitaire pour sa section française, qui est aussi une association, j'y reviendrai tout à l'heure, qui peut être un moyen de travailler en communauté sur des objets qui nous rassemblent. Je surveille le temps, et donc je poursuis mon propos. Par rapport aux enseignants-chercheurs débutants, aussi quelques points que j'ai pu repérer dans les travaux de recherche que j'ai conduits au sein de différentes équipes. L'importance des pairs et de l'autonomie dans les propos rapportés par les doctorants en contrat d'enseignement que nous avons pu interviewer. Propos qu'on a retrouvés aussi chez des enseignants-chercheurs débutants. L'importance des pairs, du directeur ou de la directrice de thèse, des quelques collègues qui ont accueilli et qui ont pu être les relais de pratique. L'importance de l'autonomie et le goût pour l'autonomie. Le compagnonnage, on pourrait dire, des formes de compagnonnage. Je reprends aussi les thèses qui ont été développées précédemment sur l'importance de la discipline et le concept majeur de savoir pédagogique disciplinaire qui a été théorisé par Denis Berthiaume et Nicole Regé-Colette, c'est-à-dire que ce savoir pédagogique disciplinaire, il renvoie à la fois aux habitudes, aux caractéristiques socio-culturelles d'une discipline qu'on repère très bien quand on fait des entretiens. On rentre dans des mondes, dans des univers disciplinaires, des pratiques pédagogiques particulières, et puis aussi qui renvoie à l'épistémologie de la discipline. Je partage ce qui a été dit, c'est que n'importe quelle pratique pédagogique n'est pas forcément la même portée selon les disciplines dans lesquelles on la mobilise. Donc cette dimension de la discipline, elle est importante parce qu'elle structure aussi un certain rapport au métier, une certaine représentation du métier. Et c'est aussi le lien qui est fait avec la recherche, la formation par la recherche. Alors même si moins de 5% des étudiants de licence deviendront un jour enseignants du supérieur, la formation par la recherche les concerne tous.
pour la recherche quelques-uns, mais par la recherche les concerne tous. Et c'est une dimension de l'agir universitaire, cette dimension qui est réflexive aussi, réflexive en tant que praticien, en tant que pédagogue, et réflexif aussi en tant que chercheur, parce que cette recherche-là a une portée sur la construction de son enseignement. Et donc on peut être un peu sceptique parfois sur le terme de professionnalisation quand il est employé d'une manière normative, parce que si je reprends tout le fil de ce que je viens d'énoncer, il n'y a pas un désert pédagogique dans la vie des enseignants-chercheurs ou des enseignants du supérieur, même s'ils n'ont pas reçu une formation pédagogique instituée à cela. Il y a une sensibilité, il y a un intérêt, il y a des pratiques effectives, mais c'est sur ce terrain-là qu'on peut intervenir pour justement travailler avec eux, individuellement ou collectivement, à leur développement professionnel. Donc, sur ce diaporama, pour ça que j'ai mis ce point d'interrogation sur la formation pédagogique, non pas que je conteste sa pertinence, je serais mal placée pour le dire, mais parce qu'effectivement, il faut être très prudent et surtout très attentif à qui on a en face de soi et ce qui a déjà été fait antérieurement. Et ma grande surprise et belle surprise que j'ai pu avoir en exerçant des fonctions électives, c'est de savoir que des collègues qui n'étaient pas forcément considérés comme des innovateurs ou des collègues qui n'étaient pas forcément repérés comme étant des pionniers, en parlant avec eux en confiance, faisaient des choses très intéressantes avec leurs étudiants ou se questionnaient, avaient besoin de partager. Et ça se révèle souvent dans des journées comme celle-ci où chacun peut partager un peu son expérience. Et on découvre finalement ce qui parfois est caché, n'est pas connu, et qui fait partie aussi de l'identité de métier. Sur les référentiels, il y a eu bien sûr le référentiel du ministère en 2009. L'AIPU, l'Association internationale de pédagogie universitaire, a été à l'origine d'un référentiel. Il continue à être actualisé. Donc il y a plusieurs sources aussi autour de cela qui peuvent être tout à fait intéressantes pour les personnes qui souhaitent aussi se repencher sur les missions des enseignants-chercheurs. Alors ensuite, que dire finalement en guise de synthèse, parce que ce que je vous dis là, c'est plutôt un énoncé de points que des approfondissements sur comment enseigner avec une diversité d'étudiants dans des contextes différents, dans une université qui s'est transformée, dans des disciplines différentes, dans des équipes pédagogiques plurielles auxquelles j'associe aussi je dirais la diversité des corps enseignants du supérieur, mais aussi nos collègues ingénieurs, nos collègues bibliothécaires, les collègues qui sont partie prenante dans les services de l'université à la vie étudiante et qui ont une très bonne connaissance aussi des publics étudiants. Comment faire? Donc quelques points qui sont des points de synthèse. Connaître le contexte dans lequel s'exerce l'activité. Ces transformations, ces mutations ne peuvent pas laisser indifférent, et comprendre où on travaille est déjà une première clé d'élucidation de la manière de comment enseigner. Contribuer aussi à la conception des formations. Dans les témoignages des enseignants-chercheurs débutants, leur premier rapport à l'administration et aux tâches administratives, c'était la conception des formations. Et ça a été très riche dans les entretiens. C'était le moment aussi où ils ont pu échanger. Alors on échange souvent plus facilement sur les objectifs que sur le contenu de ce qu'on fait dans le cours, et la manière dont on évalue. Ça c'est présent dans les recherches et c'est présent peut-être pas chez vous, mais moi dans mes expériences, c'est plus sensible d'aborder ce sujet-là. C'est moins habituel, mais on y vient forcément avec une évaluation par unité d'enseignement dans les maquettes. Et puis conduire une réflexion pour l'action, donc prendre conscience de sa vision de l'enseignement. Je disais en arrivant à IFélix, la question de la norme, il faut la dépasser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne manière d'enseigner, une manière qui serait considérée comme un modèle. C'est aussi bien se connaître soi-même et connaître sa vision, et le fait que dans une équipe pédagogique, il y ait des visions contrastées, comme celle que j'ai pu énoncer autour de ces tensions, des collègues qui ont plus un rapport plus académique à la formation, d'autres qui font plus l'apologie de la professionnalisation, certains qui ont fait un passage dans l'enseignement secondaire. Tout ça constitue la richesse d'une équipe et, à mon avis, peut constituer un levier aussi d'un travail plus collectif.
Pendant le cours aussi, donc mobiliser des stratégies qui sont adaptées aux objectifs d'apprentissage, si on revient à la définition des compétences. Et le deuxième petit point qui est finalement tout petit sur le diaporama est immense, c'est tout le travail des services universitaires de pédagogie et qui travaillent avec les enseignants sur les outils et les modalités de formation, en présence ou à distance, en grand groupe ou en petit groupe, qui initient aux démarches individuelles d'accompagnement des étudiants, qui reviennent aussi sur les usages du numérique et sur les modalités de ces usages. Donc, tous ces registres pédagogiques peuvent être mis au service d'une pédagogie dans une discipline à différents moments des stades d'études et dans différents contextes. Et il y a une diversité aussi de pratiques qui peuvent se conjuguer entre elles, sachant que tout ce qui est lié, je dirais, à la présentation d'informations ou à de concepts va plus du côté d'actions qui seraient centrées vers les enseignants, et tout ce qui est lié à la compréhension des phénomènes et à l'appropriation des concepts allant vers des pédagogies plus interactives. Donc tout ça suppose qu'on se régule dans l'action aussi par rapport aux réactions des étudiants, et il y a des régulations qui se font par les enseignants eux-mêmes, avec aussi parfois les réactions des étudiants à nos propos. Et puis après le cours, donc, c'est ce terme de praticien réflexif qui a aussi été employé ce matin dans l'introduction. Évaluer, analyser, penser sa pratique. L'évaluation des enseignements peut être un outil important. Cette évaluation des enseignements et des formations est obligatoire depuis les années 1990. Vous savez qu'il n'est pas uniformément appliqué, qu'il rencontre des réticences, que depuis, il y a eu différentes modalités d'évaluation qui ont été proposées. Ça peut se faire oralement ou avec des questionnaires parfois qui sont standardisés. Il faut aussi apprendre aux enseignants à lire ces questionnaires, parce que parfois ils peuvent les ressentir d'une manière assez dure quand les propos des étudiants sous le sceau de l'anonymat ne sont pas toujours élogieux. Et parfois, donc, ils ne sont pas toujours faciles à interpréter pour quelqu'un qui n'a pas une formation pédagogique. Donc il faut être prudent avec ça, mais ça peut être aussi un outil important. L'échange avec les pairs, comme nous le vivons actuellement. Les réseaux professionnels, donc j'ai cité l'Association internationale de pédagogie universitaire, mais dans les différentes disciplines, il y a aussi des réseaux qui sont constitués. J'ai eu le plaisir d'intervenir auprès, par exemple, de la conférence des doyens de lettres et sciences humaines, mais j'ai aussi rencontré des collègues dans le cadre de Promosciences qui ont aussi une dynamique de réflexion autour de l'enseignement de leur discipline. Donc ces réseaux sont importants. Les ressources aussi qui sont en ligne, les MOOC aujourd'hui, les sessions de formation, les ateliers et la conception de nouvelles ressources peut être aussi un moyen de repenser sa pratique. J'en viens donc à la conclusion pour que nous ayons le temps de l'échange et de la discussion. Donc, si je reprends la définition de Jean-Marie de Quetel sur la pédagogie universitaire, oui, des facteurs de contexte externes ont changé, des facteurs de contexte internes également au sein des établissements, avec des politiques aussi qui peuvent être variables liées à l'autonomie, même si les critères d'évaluation et les normes sont communes au niveau de l'État et des agences de qualité. L'internationalisation, la formation tout au long de la vie, que je n'ai pas pu aborder ici, mais quand je dis les publics étudiants, c'est aussi des étudiants en reprise d'études, et particulièrement dans les SP, je sais qu'il y a des personnes qui ont exercé une autre profession avant de redevenir étudiants, et c'est important de le prendre en compte. On a parlé ce matin dans l'atelier des étudiants internationaux qui aussi peuvent révéler par leur découverte du système les problèmes que rencontrent des étudiants français qui arrivent et qui méconnaissent les règles du fonctionnement universitaire. De nouveaux enjeux aussi liés au développement professionnel des enseignants du supérieur, la reconnaissance des dimensions pédagogiques du métier. Je n'ai pas fait référence à la question de la carrière, mais c'est aussi un chantier qui est en cours sur la question des promotions, de la reconnaissance, le fait qu'il puisse y avoir un congé, par exemple, pour thématique, pas exclusivement pour la recherche, mais pour du travail pédagogique. Ça peut être aussi une option dans certaines universités. La reconnaissance dans les recrutements, dans aussi la prise en compte de l'investissement.
Et enfin, des perspectives. Alors, ces perspectives, je les ai trouvées dans l'ouvrage de Berthiaume et Rèche-Collet sur la pédagogie dans l'enseignement supérieur. C'est fait référence à un master qui s'est mis en place à Liège autour de la formation à cette pédagogie du supérieur. C'est pour ça que ces deux auteurs sont cités. Les perspectives, en termes d'objectifs, ça pourrait être de concevoir des dispositifs de formation cohérents, qui soient porteurs de sens, enseigner de façon motivante et active, parce qu'effectivement, l'enseignant du supérieur est plus un facilitateur d'apprentissage qu'un transmetteur de savoir au sens strict du terme, comme l'a dit tout à l'heure Christophe Rouanet. Et puis aussi, c'est savoir réguler sa pratique d'enseignement sur la base de données objectives et subjectives. Je dirais que c'est un travail jamais achevé, un travail de questionnement perpétuel, comme le chercheur se questionne, le pédagogue se questionne, et que le contact avec les résultats de la recherche scientifique, le partage d'expériences et aussi le travail coopératif au sein d'équipes pluridisciplinaires, plurielles, peut être tout à fait profitable pour développer un enseignement supérieur de qualité. Je vous remercie. D'abord, merci pour votre intervention. Vous tuez de nombreuses références que vous recherchez. J'espère qu'on aura à disposition. Oui. Moi, je m'interroge sur notre capacité. Et est-ce que vous avez des pistes pour nous aider à... J'ai mentionné comme résultat de l'atelier de ce matin la difficulté de constituer des équipes cohérentes et collaboratives au niveau des équipes pédagogiques. Et un certain nombre d'obstacles qui sont dus, on le sait, au statut ou à la manière aujourd'hui d'évaluer les enseignants-chercheurs en particulier. Et donc, moi, je cherche les ressorts, les moyens, les leviers qui nous permettraient de donner envie aux enseignants de collaborer en équipe plutôt que de poursuivre leur route seul en tant qu'enseignant. Voilà, c'est une vraie interrogation. Je profite de votre présence pour poser la question à vous et éventuellement à la salle. Le travail en équipe pédagogique a été effectivement abordé ce matin, puisque j'étais avec vous à l'atelier. D'abord, dans les disciplines dans lesquelles j'ai pu enquêter, le rapport au groupe peut être différencié selon les disciplines. Il y a des collègues qui, tous les jours, dans leur laboratoire, côtoient leurs collègues enseignants, parce que la nature de leur travail de recherche fait qu'ils sont les uns à côté des autres, tous les jours. Dans d'autres laboratoires, dans les sciences humaines et sociales que je connais bien, on est de temps en temps ensemble pour des événements qui nous réunissent. Et parfois, une partie est ensemble parce qu'on est sur un champ qui nous est commun, mais il n'y a pas forcément cette proximité permanente. Voilà. Donc les éléments, donc ça crée aussi des différences dans les contacts. Je le voyais bien en faisant les entretiens auprès des débutants. Donc on ne peut pas changer ces pratiques-là, qui sont des pratiques liées à la recherche et aussi la configuration des établissements, l'espace dont on dispose aussi, et fait aussi parfois que les relations sont plus ou moins faciles. Il y a des temps qui supposent de la concertation et de la coopération. Effectivement, ce temps de la conception des formations, pour moi, ce sont des temps importants qui doivent être ménagés. Alors, les contrats quadriennaux sont devenus quinquennaux, ça a allongé pour la première fois, là, il y a eu un peu plus de temps. Mais ce qui est important dans je dirais, dans ces moments-là, c'est que effectivement, les rencontres sont instituées,
Et ça peut être des temps d'échange qui peuvent aussi se mettre en place. J'ai eu cette expérience de rassembler dans un amphithéâtre des collègues de toute discipline, et connaissant bien ces collègues, je savais que certains consacraient moins de temps aux activités pédagogiques qu'à d'autres, mais parce qu'il était question de créer les annexes descriptives au diplôme. C'était au début du LMD, et tout le monde s'interrogeait sur la traduction en compétences de contenu, de connaissances, et chacun voulait avoir des réponses aux questions qui se posaient. Donc, construire des moments de rencontre, au moment où chacun se pose des questions communes, ça peut être une piste. Bon. Ensuite, il y a ce lien avec la recherche. Je pense que l'ouverture vers la pédagogie ne doit pas être indépendante de l'ouverture vers la recherche, qu'on soit enseignant-chercheur ou pas. Ça peut être les résultats de la recherche, ça peut être aussi l'intérêt porté aux résultats de la recherche sans forcément avoir une pratique de chercheur. Et c'est aussi des moments qui peuvent être liés à des questions qui se posent dans le domaine de la pédagogie et qui peuvent être source de discussion aussi au sein des équipes. Dans la question de l'évaluation aussi, l'évaluation peut être un temps d'échange à partir du moment où certaines modalités dans les maquettes supposent que dans les unités d'enseignement, il y ait une évaluation commune. Hein. Et donc, ça suppose forcément d'élucider ce que l'on fait, ce que font les autres et comment on peut en discuter. Alors, tout ça, ce sont des éléments qui semblent très positifs. Il y a des difficultés. Il y a la difficulté qui est en même temps la liberté et l'indépendance à laquelle tiennent les enseignants du supérieur. On parle de liberté académique. Hein. Je ne suis pas juriste, mais c'est un terme qui est important et qui est développé aussi par les juristes, que je n'ai pas cité à tort dans ma deuxième diapo, parce qu'il y a des publications sur justement les libertés académiques et les enseignants-chercheurs qui sont très très intéressantes sur cette question. Le rapport au temps est, je dirais, une liberté qui est revendiquée. Hein, même si on parle de surcharge et d'accumulation des tâches, la manière de les composer reste et de prioriser certaines par rapport à d'autres à des moments différents de la carrière. Cette différenciation des parcours reste un élément auquel sont attachés les enseignants du supérieur. Il y a eu une enquête qui a été menée par Béton Rodriguez-Ullmann dans des universités parisiennes qui montrait que la cohabitation entre enseignants-chercheurs qui s'investissaient moins dans la pédagogie et d'autres qui s'investissaient beaucoup et était rendue possible parce qu'il n'y avait pas de jugement finalement des uns par rapport aux autres, chacun exerçant sa liberté d'exercer son métier avec la dominante au moment donné qu'il souhaitait lui donner. Et c'est vrai que quand on regarde sur les parcours, on peut voir que pour une même personne, il y a des temps dans la vie aussi où on accentue plus ou moins une dimension du métier. Voilà, donc c'est compliqué, j'ai pas de solution, je vous prie de m'en excuser, mais ce que je vous dis, c'est plus le fruit des entretiens, de ces expériences où j'ai vu des moments de communication qui étaient fructueuses autour de ça. Et c'est là où je disais que les institutions peuvent jouer un rôle. Aménager du temps aussi pour le faire, parce que le travail en équipe, c'est pas un vœu, c'est aussi du temps et des espaces. Moi, j'ai une question concernant les évaluations des enseignements. C'est intéressant au premier chef d'avoir un retour. Le problème, c'est peut-être éventuellement de l'utiliser. Alors, j'ai deux questions en fonction de ce que vous avez dit, deux questions qui sont reliées. La première, c'est est-ce qu'il faut former les enseignants à l'interprétation des résultats? Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que c'est ce que vous préconisez? Puis la deuxième, en fait, c'est sur le processus d'amélioration continue qui commence en fait à émerger. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe déjà aussi des études sur l'impact de l'évaluation des enseignements sur l'évolution des enseignements? Oui, donc il y a des études qui sont conduites. Il y a un ouvrage aux éditions de Bock de Marc Romainville sur le sujet. Il y a aussi dans la revue RIPES que j'ai cité tout à l'heure plusieurs articles sur le sujet. Mes collègues de l'IREDU aussi en ont publié sur cette question, donc pas très loin d'ici, hein, géographiquement. Donc il y a effectivement des travaux sur ce sujet. Moi, ce que je disais, c'est que
j'ai lu ces publications scientifiques et puis j'étais en position de devoir la mettre en place, cette évaluation. Et je me souviens d'un conseil d'administration qui était, où il y avait beaucoup d'interrogations sur aussi l'attitude de consommation que pourraient avoir les étudiants qui remplissent leur questionnaire de satisfaction. J'y pense toujours quand je fais réparer ma voiture et qu'on me dit « Étiez-vous content du service ?» Et beaucoup de collègues assimilent ça à finalement un encouragement des étudiants à avoir une attitude de consommateur. Donc il faut d'abord expliquer aux étudiants dans quel cadre ils remplissent ce questionnaire. Donc pour leur expliquer le cadre, il faut en maîtriser le sens. Et maîtriser aussi la portée que ça peut avoir sur la modification de l'enseignement. Ensuite, il y a des interprétations qu'il faut nuancer. Des étudiants qui portent certains commentaires, par exemple, sur le contenu du cours ou sur les contenus didactiques, on va bien sûr pas lire de la même façon qu'un étudiant qui dira, par exemple, vous parlez tout en faisant défiler le diaporama, j'arrive pas à prendre de notes. Bon, ça c'est de l'entendre, on se dit, bon, ou vous parlez trop vite. Bon, certains vous le disent directement, mais d'autres ont besoin de... C'est des exemples de ce type. De même que qu'est-ce qui vous a le plus intéressé, pourquoi, ça peut être aussi décrypté parce qu'il y a des initiatives qu'on prend pour modifier un rapport pédagogique qui peuvent être éventuellement reproduites ou améliorées avec le concours des étudiants. Alors, former, je pense que c'est plus accompagner et ne pas, que les enseignants ne se sentent pas étiquetés par rapport à ça, mais que ce soit un outil pour eux, plus de développement professionnel et qui ne forcément que ce ne soit pas les étudiants qui ont forcément le dernier mot, que c'est qu'un processus interactif. Oui, merci. Je rebondis parce que ce matin, on a parlé aussi d'auto-évaluation. Le collègue vient parler d'évaluation tout court. Et puis, la collègue de tout à l'heure a évoqué les profils cognitifs. Ça me fait penser à mieux se connaître, mieux avoir une estime de soi, etc. Est-ce que dans les évaluations, dans les auto-évaluations, on ne pourrait pas demander aussi aux étudiants de s'auto-déterminer sur leur profil, sur leur intelligence? On parle des intelligences multiples souvent. Est-ce que ça existe est-ce que vous avez rencontré ce genre de questionnaire qui pourrait permettre à chaque étudiant de mieux se connaître, de savoir mieux s'il prend des notes en dessinant, en écrivant, en parlant, je ne sais pas. Voilà, merci. Il y a deux choses dans ce que vous dites, parce qu'il y a à la fois il y a la question de la manière d'apprendre et puis il y a la relation à l'apprendre aussi, c'est-à-dire quel sens on donne à l'apprentissage. J'ai plus travaillé, moi, personnellement, sur la notion de projet. On s'est réunis dans le cadre d'un séminaire sur l'orientation à Cerisy-la-Salle, en Normandie, avec le professeur Francis Danvers, qui est spécialiste de l'orientation. Et on a travaillé avec Richard Etienne à la question du projet de l'étudiant. Et quand on regarde les travaux des sociologues de l'éducation et des sciences de l'éducation sur le projet de l'étudiant, on voit que ce projet et cette façon de considérer son rapport à l'université est évolutif, y compris dans une même année. Donc c'est quelque chose qui bouge, c'est difficile de le figer. Ensuite, conscientiser les manières qui sont les meilleures pour apprendre, oui, la sociologie de l'auto-formation, tout ce qui est l'héritage de l'entraînement mental, des pédagogies de la médiation, l'héritage du champ de la formation des adultes aussi nous a appris cela. Il y a des méthodes qu'on peut tout à fait transposer au cadre universitaire qui renvoient à cette question. Et on parlait d'apprentissage en profondeur, être capable de savoir définir son rapport à la discipline, définir ce qui intéresse moins, être capable de savoir comment on retient mieux. Ce sont des stratégies d'apprentissage qui peuvent être consolidées, mais plus, comme le disaient aussi les conclusions des travaux de l'IREDU, quand c'est relié au contenu disciplinaire et à ce qui se fait dans le sein de la classe, c'est plus productif que quand c'est extérieur et désincarné de ce rapport à la discipline.